à Prodige sur France 2. Prodige revient sur France 2 pour 2 soirées d'exception. Chant, danse et instruments, ils sont 14 jeunes virtuoses à interpréter des grandes œuvres du cinéma samedi 22 décembre. Le talent n'attend pas le nombre des années. Prodige, la demi-finale, présentée par Daphné Burki, samedi 22 décembre à 21h sur France 2. Et dès maintenant, découvrez les premières images sur créditmutuel.com. De retour à la capitale après une émission capitale pour Par Jupiter. Oui, nous sommes de retour de Strasbourg. C'était formidable. J'ai entendu. Ah, voilà, de retour dans ce studio de la Maison de la Radio. C'est formidable. On est là. Dans l'open space, à la base, au QG, avec 3. nos auditeurs. S'ils sont encore là, allez, on y va. Ils sont là, je crois. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il est où? Mais Salut Alex. Salut. Qu'est-ce que tu cherches? Mais on m'a là piqué un truc et... Ah, qu'est-ce qu'on t'a piqué? Mais c'est pas drôle, on m'a piqué mon vinyle de Michel. Michel Bussy, mais il est romancier, Alex. Non, de Michel Thor. Ah d'accord, bah, c'est pas moi en tout cas. Hein. Et d'ailleurs, il vient pour une BD, lui. Ouais, mais il a disparu comme ça d'un seul coup. Mais Moi, t'as regardé dans ta bibliothèque au moins? Quoi? Bah il est peut-être entre ta bio de Bernard Tapie Ouais, et ta photo de Gina Lollobrigida. Attendez, parce que Michel Bussy, c'est un des auteurs francophones les plus vendus, hein, c'est une Enfin, star. en tout cas, hein. s'il est perdu, moi je vais pas m'en remettre. Bah je suis sûr que c'est le stagiaire. Mais oui, il est où le peut-être, gamin là? Paul? Oui. Combien de café? Non, mais est-ce que par hasard, tu n'aurais pas vu un vinyle de Michel Thor? Un quoi? De qui? Oh, il est insolent en plus. Bon, vous voulez pas préparer l'émission là plutôt? Oui, Paul a raison, parce qu'on reçoit donc Michel Bussy, Oui. qui est le Ouais. roi du suspense. Et le mettre en retournement de situation. Ah oui, Oui, mais il serait temps qu'elle se retourne cette situation. Parce que moi, on n'est pas chez Michel Bussy, assez du suspense, rendez-moi. Ouais, allez, Mais c'est vrai, non, mais non. Polo dit Oui. que c'est toi, voilà, t'as voulu le donner à Emmaüs, ça partait d'une bonne intention, Alors, c'est il bon. vient pour le tome 1 de Mourir sur scène, Oui, je scène sais. comme le fleuve. Oui, oui, C'est Ouais. hyper stressant et on aura la fin dans le tome 2. Ah, ça c'est hyper malin de pas donner la fin, je trouve. Le voleur a laissé un mot. Hein? Si tu veux revoir Michel, rendez-vous sur le pont Bir-Arkeil à minuit pile. Si vous voulez connaître la suite de Alex Vizorek et le vol du vinyle de Michel Thor, le tome 2 arrive bientôt. Welcome to Hollywood. Bonjour la France Inter. Nous sommes le mercredi 19 décembre 2018. Et voilà déjà un mois tout pile que Carlos Ghosn est en garde à vue. Un mois que l'homme qui a vendu, allez quoi, des dizaines de millions de bagnoles vit dans un espace de la taille d'une Twingo. Donc ne l'oublions pas. 3 lettres agitent le débat, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, un système de votation à peu près comme en Suisse, de démocratie directe en tout cas, où les citoyens pourraient proposer et voter de grandes décisions. Alors on commencerait par quoi? Eh bien voilà, nous revendiquons. Oui, Nous revendiquons. oui. Nous revendiquons Ouais. sur. Ouais, d'accord. Alors, les lecteurs d'aujourd'hui ont-ils davantage d'appétit pour le réel que pour la fiction? Ou est-ce que ce sont les auteurs qui délaissent l'imaginaire pour le récit autobiographique, l'enquête journalistique ou les personnages ayant vraiment existé? Ma dernière pièce, c'est une conversation à bâton rompu entre une danseuse du Bolchoï et Joseph Staline. Oui, voilà. Et enfin, Joseph Staline. Et enfin, ce scandale, le Hakuna Matata Gate, peut-on l'appeler? Ah oui, Cette là, on en parle, là. phrase du roi lion déposée par l'entreprise Disney, c'est une phrase très commune en Afrique de l'Est. Ça veut dire pas de problème. Les médias dénoncent donc une appropriation culturelle, car à chaque fois que Hakuna Matata sera imprimé, c'est Disney qui pourra aller en justice. Comme on dit en Zambie, attend d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. Lui, c'est plutôt Mowgli. Il balade un regard Oh, c'est presque bien, ça. enfantin à travers la jungle de l'actualité. C'est Alex Vizorek. Oh là là, La chance, c'est bien gentil. Hein. Ma Rudyard Kipling, allez, je vous Il y mets avait une Mowgli belle ou équipe. Balou. J'ai pris Mowgli. C'est gentil. À 17h20, celui qui a réussi un exploit cette semaine avec le Gorafi en donnant une vraie info avant qu'elle n'arrive. Ah bah c'est Alex qui nous a aidés sur ce coup-là. Alexandre Benalla. Ouais. J'ai fait une demande de port d'armes, mais c'était un pistolet à eau et c'est vraiment arrivé. c'est vrai. Chapeau, Pablo Mira. Campagne de pub gratos. Salut Alex, bonjour Charline, Guillaume. Alors c'est la saison des récompenses de fin d'année. Après Alex qui a reçu hier un Georges Tron Award pour l'ensemble de sa carrière de dragueur au club le Calypso. Et bien dans quelques minutes ce sera au tour des Miradors. À tout à l'heure. Oh là, Très bien, à 17h30, celui qui m'a souvent dit c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Phrase de son idole. Oui.
Nicolas Sarkozy. Bonjour à tous. Je vais vous parler de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, puisqu'il est conseiller d'Emmanuel Macron. Donc je suis allé voir les Français qui sont ravis. Sarko, c'est le seul qui a fait beaucoup pour les ouvriers. Ah, attendez, parce qu'il confond Sarkozy et Krasuki, je pense. Et enfin, 17h40, celle qui relie l'actu à la littérature comme personne. En cas de match de rugby le week-end, elle peut faire une chronique sur les essais de Montaigne. C'est Clara Dupont-Mono. Bonjour. Je vous expliquerai. Ouais, t'as pas compris le jeu de mots. Non. De quoi on va parler? Merci. On va parler de l'œuvre de notre invité. Ah bah oui, les auditeurs l'attendent, parce qu'il y évidemment. en a un d'invité. Eh oui, c'est celui qui a décroché un CDD d'1 heure dans notre start-up. Le voici, vous êtes, attention, roulement de tambour, vous êtes... Michel Bussy. Il a pas géré le suspense. Par Jupiter. Il a vendu autant de livres que Carlos Ghosn a vendu de bagnoles, c'est extraordinaire. Même au Japon. Ah oui, C'est vrai. 35 langues. Michel Bussy, alors voilà, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes dans le top 3, on peut dire, des écrivains les plus lus en France, avec Guillaume Musso et Marc Lévy, sans doute. Ouais, il y en a d'autres, ça dépend. Il Il y y en a avait Raphaël Giordano aussi l'année dernière, qu'on a vendu ouais, beaucoup. Il n'y a pas que des hommes dans le podium. Michel Bussy, et aujourd'hui, vous venez nous voir pour une autre adaptation, parce qu'il y a beaucoup de vos romans sont adaptés plutôt en film, à la télévision aussi notamment. Et là, c'est une bande dessinée adaptée de votre roman, Mourir sur scène, par Gaëtz, qui est scénariste, et Salvo, le dessinateur. Il y a un deuxième tome à paraître bientôt. Oui, c'est le problème. Alex Vizorek et Clara Dupont-Mono se sont penchés sur le premier volume. Je suis comme un fou, évidemment, on a envie de savoir la fin. Bien joué, déjà. Ça suppose qu'il n'a pas eu le roman. J'allais vous dire que je ne suis pas un fan de polar, de littérature policière. Et chaque fois que j'en ouvre un, je marche comme un con. C'est peut-être pour ça que j'essaye de faire gaffe, pas tomber dans l'addiction. Et je voulais savoir, parce que c'est vrai que Charline le disait, pas mal de vos textes ont été adaptés pour l'image, pour la télévision. Ici, c'est une BD. Est-ce que c'est une demande qui vous a été faite? Est-ce que c'est vous qui aviez envie? Est-ce que vous trouvez que la BD apporte justement aussi quelque chose de plus à cette gestion du suspense? Alors oui, sur Mourir sur scène, c'est une jolie rencontre parce qu'en fait l'éditeur, c'est un éditeur rouennais, Olivier Petit, des éditions Petit à Petit, qui s'est spécialisé un petit peu dans la BD historique. Mourir sur scène, c'est un roman que j'ai édité chez un éditeur normand il y a une dizaine d'années. Et puis ça parle de l'Armada de Rouen, qui est le rassemblement des vieux bateaux à Rouen, et ils reviennent en juin 2019. Il y a 10 millions de spectateurs, enfin c'est un truc énorme. Et du coup, c'est une rencontre un peu rouennaise entre Rouennais pour la première adaptation de BD d'un de mes bouquins. Donc c'est vrai que tout de suite j'ai dit oui à Olivier, qui était quelqu'un, on se croisait comme ça à Rouen. Et voilà, donc, et pour répondre sur la BD, ouais, la BD, c'est beaucoup plus proche du livre que les adaptations télé, par exemple, parce qu'on reste sur quelque chose qui reste littéraire. C'est-à-dire que la BD, on coupe, forcément, on garde pas tout le texte, mais enfin, on fait du copier-coller, on garde quand même une partie de mon texte. Alors qu'à la télé, évidemment, il n'y a plus de copier-coller, tous les dialogues, tout ça disparaît pour que ça devienne un dialogue entendable et cohérent à la télé, qui n'est pas du tout, évidemment, un dialogue littéraire qu'on va retrouver dans un bouquin, quoi. Mieux que ça, pour couper les chapitres, il y a des morceaux complets de votre texte, c'est-à-dire des pages qui sont issus de votre roman. Est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'était justement l'auteur et le scénariste qui a pensé que ça apportait quelque chose, justement? Non, ça c'est vraiment la spécialité d'Olivier Petit, qui est l'éditeur, qui a fait de la BD historique, et il adore faire une vraie BD et couper sa BD de passages historiques, de vraies photos, de vrais textes. Mais avec votre accord ou avec votre accord, ou ça vous le découvrez après? Ah non, complètement avec mon accord. Et d'ailleurs, c'était un pari parce que lui, il voulait vraiment, plutôt que de mettre une sorte de cahier thématique à la fin, mettre ses cahiers thématiques au milieu du récit, quoi, pour que ça coupe. Et je trouve que c'est une bien meilleure idée, parce que ça se fait tout le temps, effectivement, d'avoir un petit cahier comme ça à la fin qui donne les références un peu historiques, géographiques. Là, le faire au milieu du récit, je trouvais que c'était à la fois plus gonflé et que ça donne quelque chose de plus intéressant. Après, on les lit pas, on les parcourt, on y revient plus tard. Ah oui, puis ça donne surtout envie de lire le livre, puisqu'on a des passages de livre. Bah oui, en plus, voilà. C'est bien joué. Quand il y a certains de vos écrits sont adaptés, par exemple, pour la télévision, là, pour le coup, vous n'avez pas le même droit de regard. Ça vous est déjà arrivé, dans ces cas-là, de découvrir le résultat à la fin et d'être plus ou moins content? Imaginons, il y a Francis Huster dans le casting. Comment on fait? Non, toujours. Là, j'ai 3 adaptations pour l'instant qui sont tournées. Et dans les 3 cas, j'ai découvert au moment du film, quoi. J'ai pratiquement pas participé au scénario. J'ai parfois lu un peu, discuté avec le réalisateur, les producteurs, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire, quoi. J'ai eu tellement d'autres écrivains qui ont passé des nuits, des journées entières à faire
faire des versions 3.0, 4.0, 10.0 et puis de revenir au point de départ parce que les télés avaient changé d'avis, que je me suis dit finalement le plus simple c'est de laisser faire et de continuer d'écrire mes bouquins pendant ce temps-là. Je vais raconter un peu l'histoire peut-être, parce qu'évidemment c'est un crime et c'est un marin mexicain issu d'une grande famille qui se retrouve à l'Armada de Rouen. Il décède dans des conditions étranges, on retrouve son corps mais on sait qu'il n'aurait pas dû être posé là, il est tatoué, il est marqué au fer rouge. Est-ce que tout ça, ce sont des choses que est-ce que vous tricotez ou est-ce que vous détricotez l'histoire? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous mettez des pions qu'après vous parvenez à solutionner, ou est-ce que vous commencez par la fin et vous arrivez à On est soit sur une métaphore du tricot, soit sur une métaphore du pion. On n'a rien compris. Ça c'est sûr. Moi j'ai compris cette question et je détricote. On est suspendu. Je pars plutôt de la fin et je détricote. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On se comprend. Voilà. On était très mal partis et on a une réponse claire. C'est quand même assez inespéré. Pour la laine, parce que moi je me dis qu'il faut être un petit peu quand même, est-ce que je suppose qu'on vous a déjà fait ce reproche, un petit peu psychopathe vous-même pour trouver toutes ces choses et toutes ces intrigues? Non, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis persuadé que les écrivains de polar qui passent leur temps, parfois avec des serial killers terribles, il faut avoir beaucoup d'empathie pour accepter comme ça. C'est comme les avocats qui vont accepter de défendre des monstres ou même les curés qui vont aller leur donner leur pardon. Il faut vraiment avoir une énorme empathie pour considérer avec la même empathie un serial killer ou un commissaire ou un héros ordinaire. Donc je suis persuadé qu'au contraire, il faut être très très gentil pour être un auteur de polar. Rappelons que vous êtes quand même ami avec Nordal Lelandais. Je révèle pas un secret. Michel Bussy, l'adaptation en bande dessinée de son roman Mourir sur scène. Rappelez-nous l'éditeur, Alex? Petit à petit. Ah oui, voilà. Et voici le premier élément modificateur du schéma narratif de cette émission. Bien sûr, Philippe Catherine. Je vous emmerde. Fin de citation. Restez avec nous quand même, par Jupiter, sur France Inter. J'aurais pu être millionnaire, avec piscine et vue sur la mer. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement suicidaire. Et tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Vous dansez, mademoiselle? Non mais ça va pas, non? Mais casse-toi là. Tu vois pas que tu m'importunes? Oh taré, va. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi je t'emmerde. Vous dansez, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il veut ce connard, hein? Je t'ai dit de te casser. Allez. Enfin, mademoiselle, ne le prenez pas sur ce ton. Ouais. Moi je suis un poète et je vous emmerde. Ouais, poète. T'emmerdes la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Poète. Mais regarde-toi. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Sois gentil. Casse-couille. Cessez, va. Coca-Cola, va. Mais enfin, mademoiselle, je ne comprends pas. C'est une méprise. Gros puceau, va. Ouais, tu veux que je continue à t'insulter, mais pourquoi tu restes là?
Bienvenue dans l'Open Space de Par Jupiter. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de l'écrivain Michel Bussy. Et quel est le casting du jour, Alex? Très beau casting puisqu'il y a Pablo Mira et tout. Guillaume Meurice et Clara Dupont-Moreau. C'est l'heure des informations radiophoniques. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Le journal de presque 17h17. Non, tu sais pas tout, mon pote. Et on commence par les titres. Oui, Bernard Tapie a apporté son soutien aux Gilets jaunes. Et c'est pas mieux que Bernard Tapie pour prouver qu'on peut obtenir plein d'argent de la part du gouvernement. Emmanuel Macron a chargé Nicolas Sarkozy de représenter la France en Géorgie pour l'investiture de la nouvelle présidente. Moi je suis pas contre, mais aussi il faudrait envoyer Nicolas Sarkozy représenter la France en Libye. Et ça serait une panache. Il y aura des brèves. Et oui, j'ai été chargé de représenter la chaîne à la championnat du monde de brèves. Ah merde, c'est moi qui vais. Ce matin, sur notre antenne, Bernard Tapie a donc apporté son soutien aux Gilets jaunes. Après Patrick Balkany, il nous manque plus que François Fillon, Christophe Rocancourt et Bernard Madoff, et on devrait être au complet, je pense. Mais justement, s'il s'organisait un peu. Et oui, c'est vrai, parce que Tapie, il a quand même réussi à faire en sorte que Marseille gagne la Coupe d'Europe. Alors je vais vous dire qu'il y a quand même un risque qu'il installe Jacqueline Moreau à l'Élysée. Pendant ce temps, sur RTL, c'est Marine Le Pen qui était invitée. Et oui, elle a fait plutôt une bonne vanne. Les quelques gilets jaunes qui s'accrochent à Monsieur Tapie pour faire une liste aux européennes, c'est un peu la dinde qui vote pour Noël, quoi. Parce que, excusez-moi, mais dans le patron voyou, il se pose là, quoi. Mais c'est pas faux, il se pose là, quoi. Et dans la série Je m'occupe de la France d'en bas depuis Montretout en tapant de l'argent public, elle se pose là aussi. Alors votez pour elle, c'est un petit peu le mouton qui vote pour l'Aïd. Autre soutien des gilets jaunes, Francis Lalanne. Oui, alors ça c'est la grosse plus-value de l'équipe Gilets jaunes. Il était chez Pascal Pro. Et rencontre de champions. Il se lance pas que dans la politique, un petit peu aussi dans le stand-up. Ça parle de Vinci. On peut dire que si Léonard de Vinci devint marteau. C'était pour mettre un petit peu d'humour, cher Jean. Ça marche. Ça a bien marché. Elle est bonne. Alors, la reprise d'ailleurs. Municipal de 2020, à présent. Attendez, municipal 2020. Oui. Patrick Balkany sera encore candidat à Levallois. Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il le soutiendrait dans cette démarche. Allons un petit peu en Belgique, car le Premier ministre Charles Michel a présenté hier soir sa démission au roi. Et ouais, je sais qu'en France ça vous amuse, alors on va lancer le compte à rebours. Plus que 540 jours et on bat notre record. Peut-être que Carlos Ghosn sera libéré à ce moment-là. Vatican, le pape François dénonce les vacarmes du consumérisme de Noël. Enfin, c'est pas de notre faute s'il y a 2000 ans, il y a des cons qui ont lancé la mode d'arriver avec des cadeaux en offrant de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Excusez-moi, mais... Consommation toujours. Oui. L'Union européenne vient de déclarer la guerre aux produits en plastique à usage unique. Et ça, je le dis à tous les jeunes qui sont dans le studio, les stagiaires de 3e, les préservatifs, toujours les utiliser 2 fois. Une fois à l'endroit et une fois à l'envers, comme ça. C'est bien. C'est pour la planète. People, le sosie vocal de Johnny Hallyday remporte la 13e édition de La France a un incroyable talent. Oui, alors que si c'était vraiment le sosie de Johnny, il aurait remporté la Suisse a un incroyable talent. Une page esprit de Noël. Oui, esprit de Noël. Car des crèches installées dans certaines mairies de Marseille ont été jugées illégales. Oui, à Marseille, en termes de logement, ils sont vachement plus vigilants sur les crèches de Noël que sur les immeubles. Allez, The Braves. Il est vilaine, un lycéen interpellé pour avoir craché en direction des policiers. Moralité, la baffe du jeune crapaud n'atteint pas le blanc poulet. La dernière. Et la dernière. On a du retard sur les grosses têtes, donc moi je me soutiens dans cette démarche. Il faut de tout, il faut récupérer de partout. Un ancien Vélib a été retrouvé à Mayotte. Alors là, je crois que les rêves des plus fous d'Anne Hidalgo se sont réalisés. Merci Alex. Mais de rien, Charline. Il est 17h25 à Rouen. C'est là où votre éditeur, petit à petit, l'éditeur de la bande dessinée adaptée de votre roman, Mourir sur scène. Attention, le 2e tome, c'est juin 2019. Il va falloir attendre énormément. C'est terrible. Ou alors lire Mourir sur scène. C'est ça, acheter le roman. Il y a une démarche, franchement. C'est bien joué. Si on n'attend pas, vous avez peut-être envie d'acheter le roman pour pas attendre jusque-là. Soit j'achète le roman pour mes vacances de Noël, soit j'oublie, parce que moi j'ai une capacité énorme à oublier, et j'achète le second et je vais relire le premier. Il y a chacun sa technique. Dans tous les cas, on achète du Bussy, c'est sympa quand même. Oui. 2 tomes, c'est pas énorme pour les BD. Il y a parfois 10 tomes, 20 tomes, c'est pas une énorme comme saga. Voici le premier sujet. Le désir de démocratie directe est remonté d'un coup à travers 3 lettres, RIC. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est une revendication des Gilets jaunes, mais pas que, c'est plus large, car des citoyens privilégiés sont aussi favorables à ce que les idées soient portées par les Français et votées lors d'un référendum dont tous les contours seraient à dessiner, pour éviter de tomber notamment aux mains des populistes qui portent aussi, cette idée. Ce monde, c'est à nous de le bâtir.
avec nos règles, nos principes de partage, d'amour, de respect. C'est notre opportunité de faire éclore un monde fraternel. Il a raison. En fait, c'est tout ce dont on a toujours rêvé qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais il a raison. Jean-Paul a raison. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre monde. Enfin, d'ailleurs, vu que c'est le premier jour, on dit quoi? On est lundi? Non, on est jeudi. Si on commençait par un jour férié, hein, on va tous se recoucher, symboliquement, c'est fort. Ah ouais. Voilà, moi je vote. C'est pas mal. C'est un extrait du film Problemos d'Éric Judor. Alors, Michel Bussy, vous êtes romancier, vous avez été aussi professeur de géographie, professeur à l'université. Vous avez travaillé dans un laboratoire du CNRS également. Alors, voici cette question qui s'adresse à la fois aux romanciers et aux géographes. Le romancier, en face du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, est-ce que d'abord, il y voit peut-être une occasion d'avoir un suspense régulier? Oui, alors c'est très amusant cette question du RIC, parce que je pense que personne ne l'attendait en France, parce que s'il y a bien un pays qui est attaché à la démocratie représentative et pas la démocratie directe, c'est bien la France. Alors, on est un régime présidentiel absolu, et même localement, on a longtemps parlé des référendums d'initiatives locaux qui ne marchent pas du tout, parce que les maires les utilisent pratiquement jamais, parce que chaque maire a aussi envie de décider pour sa commune, et pas forcément de demander à chacun ce qu'il voudrait faire devant son trottoir, etc. Et donc, c'est vrai que la France est vraiment un pays... Et tous les élus sont opposés à toute forme de démocratie directe, notamment au principe que c'est l'intérêt collectif qui doit primer et que la somme des intérêts particuliers fait rarement l'intérêt collectif. En tout cas, autant aux États-Unis, on est vraiment cette culture-là, du communautarisme, de l'intérêt général qui vient de ça. En France, c'est pas la culture. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, parce qu'il y a une espèce d'obligation d'aller dans le sens de cette demande qui est naturelle. Hein. Et en France, c'est pas du tout la culture française que, comme ça, de céder à des revendications qui seront forcément, à un moment donné, des revendications catégorielles. Enfin, catégorielles au sens les piétons, les deux roues, ceux qui roulent en voiture, et qui tous essaieront de porter leur propre... Enfin, c'est ce qui se passe en Californie, c'est exactement ça, quoi. Vous évoquez le référendum d'initiative locale qui est donc pas utilisé, donc qui fonctionne pas. Vous, votre spécialité, c'est la géographie électorale, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a moins de suspense dans les référendums locaux parce que la géographie électorale nous enseigne un peu comment votent les gens? Exemple, normalement, c'est que dans les régions viticoles, on vote plutôt à droite. Donc, est-ce que localement, avec la géographie électorale, on peut deviner l'issue du référendum? Est-ce qu'il y a une causalité entre éthylotest? C'est très amusant, et avec les référendums, c'est que du coup, ça rebat les cartes. Par exemple, quand il y a eu les référendums de Maastricht pour le traité constitutionnel, c'était de nouvelles cartes électorales qui apparaissaient, parce que du coup, on savait les régions qui votent à droite et les régions qui votent à gauche, et sur un traité constitutionnel, par exemple européen, personne ne savait, donc on a bien vu, par exemple, des gens de gauche se partager selon les lignes complètement nouvelles. Donc, souvent, les référendums donnent de nouvelles clés pour comprendre les votes. C'est un des intérêts de ces référendums. D'accord. Vous penchez encore de temps en temps là-dessus, votre ancien métier de prof de géographie à l'université et de la géographie électorale, c'est quelque chose que vous regardez toujours avec attention? Ouais, si, ça reste passionnant. Alors forcément, quand on est chercheur, on y est à 100%. Donc là, je regarde plus ça en tant que citoyen, on va dire, actif. Mais non, ça reste passionnant. Et c'est vrai que là, sur les Gilets jaunes, il y aura des études assez passionnantes à faire sur... voilà. Notamment, je glisse sans être trop loin là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la France des villes versus la France périphérique. Et c'est vrai qu'il y a des tas de géographes qui montrent que tout ça est quand même beaucoup plus compliqué, puisque aujourd'hui 90% de la France est urbaine en réalité, que les villes sont un peu tentaculaires, et c'est pas parce qu'on habite à 30 km d'une ville qu'on est complètement dans la périphérie lointaine de tout, et c'est la semi-périphérie. Voilà, et qu'on peut être en plein cœur du centre-ville et être extrêmement loin de tout, et notamment avec une absence d'accès à des modes de déplacement. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cette simple opposition des campagnes contre les villes. En tout cas, c'est ce que disent la grande majorité des études et des géographes qui sont penchés là-dessus. Eh bien, Michel Bussy... Ça, c'est la réponse complète. Il est fort aussi dans... le géographe derrière le romancier. Géographe d'un jour, géographe toujours. Je pensais qu'il allait avoir un meurtre à la fin, j'étais un peu déçu. C'est vrai qu'en termes de suspense, c'était assez faible comme analyse. Il est 17h30 et c'est l'heure de passer la parole à celui qui est à l'image d'une attraction Disney, bien trop chère pour seulement 3 minutes de plaisir. C'est vous, Pablo Mira. Oui. Et Pablo, pour la deuxième année consécutive, vous décernez vos prix à celles et ceux qui ont fait 2018. Ouais, tout à fait, ma louloute. Alors, quelle année on a traversé, quelle année 2017, année de folie et pardon, c'est mon lancement de l'année dernière.
Il est où le bon? Attendez, faites voir. Ah, je l'ai, il est là. Alors, quelle année on a traversé, hein? 2018, année de folie. Tiens, c'est un bon lancement, ça. Je vais le garder pour l'année prochaine. École Philippe Vandel. Bien, je crois que c'est l'heure de déclarer ouverte cette deuxième cérémonie des Miradors. Allez. Jingle. Pas mal. On commence tout de suite avec la catégorie sport, avec un prix collectif, puisque le Mirador revient bien entendu aux Bleus, champions du monde de foot. Ils ont réalisé le rêve de beaucoup d'agriculteurs célibataires, aller en Russie et tout niquer. Et parmi ces 23 Bleus qui nous ont fait rêver, mention spéciale évidemment à... Giroud. Non, Kylian Mbappé. Quelle année extraordinaire pour ce jeune prodige. Il découvre un nouveau club, le PSG. Il découvre le bonheur ultime de tout footballeur en devenant champion du monde. Mais surtout, il découvre qu'à cause de sa couleur de peau, son vrai prénom, ce n'est pas Kylian, mais Corinne. Je pense, moi je vous le dis, je pense qu'il mérite amplement ce titre, tellement il est hors norme, Kylian Mbappé. Pour vous dire, écoutez bien, et ceci est vrai, il a été flashé sur un terrain à combien de kilomètres heure? 130. 37. Non, 38. 38, s'il continue de progresser comme ça, il sera bientôt aussi rapide qu'un casseur après avoir dévalisé un Apple Store. Donc bravo Kylian Mbappé et bravo les Bleus. Allez, on passe à une catégorie qui vous est chère, Charline. Oui. La culture, puisque l'événement culturel de l'année, ce fut bien sûr ce duo magique que Caris et Booba nous ont offert au duty free de l'aéroport d'Orly. Oui. Les deux rappeurs ont repoussé les limites de la performance a cappella, puisqu'en plus de s'être produits sans musique, ils se sont aussi produits sans cerveau, du jamais vu. Un spectacle, il faut dire, ultra travaillé, qui a demandé aux deux artistes des années entières d'absence d'éducation, et on les en remercie. Allez, il est temps de passer au Mirador catégorie médias. Alors beaucoup de belles choses cette année, il faut dire ce qui est, mais un événement a éclipsé tous les autres. C'est la démission de Nicolas Hulot, annoncée en direct dans la matinale de France Inter. Et je peux vous dire que du côté de Cavaillon, on aurait bien voulu la recette pour faire pousser des melons aussi gros que celui de Léa Salamé. D'ailleurs, c'est sans doute sans surprise que le Mirador de la meilleure émission de radio est décerné à, je suis désolé, c'est pas nous, c'est la matinale, le 7-9 de France Inter. Oui, bien sûr. Ouais, c'est nous aussi. Hein. Sans doute justement à cause de cette tension sexuelle qui est palpable chaque matin entre Léa Salamé et son ego. Allez, on passe maintenant à la catégorie qui intéresse. On l'embrasse à volonté aujourd'hui. Allez, vous êtes prêt à un râteau ce week-end? N'insistons pas. D'accord. On passe à la catégorie qui intéresse le plus Guillaume. Tiens, justement, le Mirador de la personnalité politique de l'année. Et sans surprise, là aussi, c'est Emmanuel Macron qui remporte ce prix tant convoité. Alors moi, je vous le dis, je l'aime bien, Emmanuel Macron, parce qu'au moins, il ne laisse personne indifférent. C'est ce qu'on appelle un président clivant. Soit on le déteste, soit il s'adore. C'est aussi un président qui bat des records de précocité en devenant à seulement 40 ans l'ennemi public numéro 1 des retraités dépassant la nourriture solide. Donc voilà, j'ai voulu le récompenser malgré une année très compliquée pour lui, avec le départ surprise de Nicolas Hulot en août dernier, on l'a dit, le départ surprise de Gérard Collomb en octobre dernier, puis le départ surprise de son petit air arrogant la semaine dernière. Bravo président. Allez, voilà, la cérémonie arrive quasiment à son terme. Il me reste à peine assez de temps pour remettre le dernier Mirador, celui de la catégorie reine de la personnalité de l'année. Pour 2018, la personnalité de l'année est... Pablo Mira. Non, François Ruffin, le député de la France Insoumise, a pris toute son ampleur cette année. Et d'ailleurs, François Ruffin est avec nous au téléphone. Bonjour François Ruffin. Alors, fier de cette récompense? C'est scandaleux. C'est vous qui trahissez la France, vous et les patrons du CAC 40. Il a l'air content. Il a colère. Ouais, on va le laisser tranquille, J'ai l'impression qu'il prend des cours de média training avec Pascal Pro. Allez, salut, félicitations à lui. Bravo, François. Merci pour cette magnifique cérémonie des Miradors. Pablo Mira, merveilleux. Vous êtes sur France Inter et quelle chance, Michel Bussy est en notre compagnie. Restez avec nous. À venir, la chronique de Clara Dupont-Mono.
On a dansé pendant Quelle le disque, ambiance. c'est pour Quelle ça. On a ambiance. dansé sur Fatoumata Diawara, danser. Bonia. Mais c'est super, on adore ça. Bien Programmation musicale, Djoubaka, merci à lui d'ambiancer, d'enjailler ce studio et vous chez vous, chers auditeurs. Nous sommes en compagnie de Michel Bussy, qui publie une adaptation en bande dessinée de son roman Mourir sur scène. Le scénariste, c'est Gaëtz, le dessinateur, Salvo, l'éditeur, Petit à Petit. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice que vous écoutez, Michel Bussy, régulièrement, paraît-il. Religieusement, vous avez dit. Tout à fait. En revenant d'aller chercher ma fille à l'école, j'écoute. Voilà. Voilà. Comme ça, je fais l'éducation de la fille de Michel Bussy en même temps. C'est dangereux comme Elle ça. adore. Elle va pas trouver de job. Hein. Bon, je vais défendre Emmanuel Macron aujourd'hui parce que non, il en prend plein la gueule là. Il y a un an, c'était Jean-Paul Belmondo, le magnifique. Aujourd'hui, c'est Jean-Paul Belmondo de l'EHPAD de Boulogne-Billancourt. Mais je suis désolé, on lui reproche vraiment tout et n'importe quoi. On lui reproche de pas être représentatif des Français et en même temps d'être arrogant. Donc il y a quand même une contradiction. S'il y a bien un truc chez nous, c'est quand même l'arrogance. C'est si les Belges avaient un roi qui était bon en foot, là, ça serait pas représentatif. Bam, le seum. Donc Macron, je suis désolé, il a des bonnes idées, faut le dire aussi. Ça, on peut pas lui enlever. Dernière en date, prendre pour le représenter en Géorgie comme conseiller spécial Nicolas Sarkozy. Ça, c'est quand même chapeau. Moi, je dis c'est de l'audace, car les Français, ils aiment Sarko. Je sais parce que moi, j'aime les Français. Je les ai là, chevillés au corps, les Français. Donc, je suis allé les voir. Alors, comment perçoivent-ils Nicolas Sarkozy? Un homme très intelligent, je pense qu'il est sage. Sarkozy est sage? Oui. Est-ce qu'on est sûr de cette information? Écoutez, je pense que M. Macron, confronté aux difficultés, a un réflexe de tout homme intelligent et sage. Emmanuel Macron aussi est intelligent et sage? Intelligent, c'est sûr. Alors oui, attention aux fake news, parce qu'il y a des lois contre ça. Alors intelligent, on le sait, puisqu'il est même trop intelligent, on l'a dit, c'est son handicap. Et c'est pas notre genre de nous moquer des handicapés. On a pris Clara Dupont-Moreau dans l'équipe, qui souffre d'un trouble du complexe de supériorité, je rappelle un gonflement de l'ego, appelé syndrome Raphaël Enthoven. Donc ça arrive, on est là pour respecter les gens. Continuons avec un autre monsieur et une question. Est-ce que quelqu'un qui a échoué peut conseiller quelqu'un pour réussir? Échoué, on peut pas dire échoué, il a pas été réélu, mais enfin bon. Oui, alors, on peut pas dire que ce soit un échec, c'est vrai, mais le mec se fait quand même rétamer par François Hollande, alors que même Bob l'éponge, il aurait gagné. Il passe pas les primaires de son propre parti, donc c'est pas un échec. Je dirais c'est plutôt une branlée, une bonne dérouillée, c'est une François Bayrou, comme on dit dans le jargon. Alors, j'ai demandé à ce même monsieur, est-ce qu'il pense que la France aime encore Sarkozy? Personnellement, de Neuilly, oui. Je suis de Neuilly. Qu'est-ce qu'il peut apporter à Macron? Peut-être un petit peu de plomb dans la tête, mais enfin... Comme Kennedy, vous voulez dire? Bien sûr que non. Voilà, faut faire gaffe. Non, mais je préfère préciser quand même bien les trucs. Parce que le climat est tendu. Il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi les chasseurs. Tous les jours, on apprend que les chasseurs, ils ont confondu un faisan avec n'importe quoi. Un TGV, un surfeur, une montgolfière. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si ça se trouve, la mort de JFK, c'est un chasseur français, en fait. C'est Gérard du Lot-et-Garonne qui était en vacances à Dallas. Qui a dit, putain, Josiane, passe-moi la carabine. J'ai l'impression qu'il y a un faisan décapotable. Bon. C'est une théorie, revenons à notre sujet, Nicolas Sarkozy. Alors ce monsieur, il venait de Neuilly, moi j'étais à Paris, donc c'était un étranger. Est-ce que Sarkozy est regretté à Neuilly? Il est sûrement regretté, oui. Parce qu'on est un peu conservateur à Neuilly quand même. On n'est pas très punk à chien à Neuilly? Pardon? On n'est pas très punk à chien à Neuilly? Peut-être, un peu. J'ai pas compris cette expression. Excusez-moi, c'est vrai, parce que punk à chien à Neuilly, on les appelle pas comme ça, on les appelle les mises en pli à Chihuahua. Mais c'est une mouvance qui est très politisée également. Elles ont un grand A sur la veste. C'est pas Anarchie, c'est Armani, mais c'est pareil. D'ailleurs, en parlant de mise en pli, j'ai rencontré une dame qui a certainement d'ailleurs remporté le prix Vizorek 2018 en mise en pli et qui aime bien Sarko. Ouais, peut-être qu'il peut bien conseiller Macron. C'est vrai, parce qu'ils sont pareils. Qu'est-ce qu'on retient du mandat de Sarkozy alors, si vous devez retenir une chose? Si je retiens une chose de Sarkozy, pas évident. Pas évident. Bon, il était... il n'avait pas fait grand-chose, mais il n'était pas nocif quand même. Il n'était pas nocif parce qu'il faisait pas grand-chose. Voilà, parce qu'il faisait pas grand-chose. Macron, il a voulu faire des choses et puis voilà. Et voilà. Alors, c'est peut-être ça qui lui a conseillé, Sarkozy. Arrête de faire des trucs en fait. Dès que tu touches à quelque chose, ça merde. Donc arrête, tu te calmes. D'ailleurs, c'est un peu le problème de la 5e République. C'est des mecs qui savent très très bien prendre le pouvoir, mais ils savent pas gouverner. C'est un régime de séducteurs impuissants en fait. Les mecs, c'est Ryan Gosling sur leur tronche. Dans leur slip, c'est Gérard Collomb. Voilà. Je pourrais finir prof de droit constitutionnel avec une réflexion comme ça. Parce que Sarkozy, il avait quand même de belles idées.
C'est-à-dire qu'on va tous devenir pauvres, tout ça, nivellement par le bas, alors que lui, il voulait hisser un peu les gens. Et ça... Il voulait que tout le monde soit riche. Il voulait que tout le monde soit riche. Mais finalement, si tout le monde est riche ou si tout le monde est pauvre, est-ce que ça revient pas au même? Oui, c'est sûr. Ah, et si Sarko était en fait un putain de communiste? Si ça se trouve, c'est un égalitariste forcené, un bolcho, un éditorialiste de France Inter, hasta siempre Thomas Legrand. C'est une théorie. Bon, moi, en tout cas, ça me révulse. Concluons, avant qu'il soit trop tard, sur ce que cette dame pense de Macron et les Français. Je trouve que finalement, les Français n'ont pas compris la chance qu'ils avaient d'avoir quelqu'un comme lui. C'est vrai? Ouais, voilà. Comment on pourrait expliquer ça aux Français alors? C'est difficile. C'est difficile. C'est vrai qu'il y a eu un problème de communication. Comment on pourrait expliquer aux Français qui n'ont pas d'argent qu'il faut qu'ils aient moins d'APL? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas facile. Alors, un bon casse-toi, pauvre con. Voilà, on pigeait tout de suite. Donc, Sarko, Macron, même combat. Ensemble, tout devient possible, même le pire. Merci Guillaume Meurice. Ça, c'est fait. Vous écoutez France Inter par Jupiter et c'est l'écrivain Michel Bussy qui est en notre compagnie. Clara Dupont-Mono va nous parler de l'adaptation de son roman Mourir sur scène en bande dessinée. Mais avant cela, reparlons livres basés sur des faits réels ou des personnages ayant existé qui occupent le devant des librairies. Comme si le lecteur perdait peu à peu le goût de la fiction. Pour traverser notre époque, plutôt que de s'évader et de laisser s'emporter par l'imaginaire des écrivains, nous serions à la recherche de vérité, de clés pour tenter de comprendre le monde. C'est une théorie, hein. Celui-là, le journal d'un vampire. Voilà. Et ça, le sang des anges. Oh, mais regarde l'image, regarde. Oh. Faut pas s'étonner qu'elle soit terrorisée, hein. Hein? Voilà. Bon, alors ça, bien sûr, mystification, effraction, transition, rédemption au placard, avec Nosferatu et Dracula, l'immortel. Voilà. Non, pas rédemption, je l'ai lu qu'une fois. Ah bah si. Ah si. Rédemption, maman a raison, Charlotte. Allez, oust, tous les livres bizarres avec des histoires de types qui sucent le sang, fini, confisqué. Valérie Bonneton, dans votre dose quotidienne de fais pas ci, fais pas ça, je pense que le jour où on perd le coffret DVD, il n'y a plus d'émission. Exactement. Michel Bussy. Alors, c'est un article paru dans Télérama qui s'intitule « La vérité si je lis ». Alors, je vous lis le sous-titre. « La littérature du réel a le vent en poupe. Le lecteur en aurait-il fini avec le roman? A-t-il perdu sa capacité de croire en la fiction ?» Il y a une question récurrente dans les interviews littéraires. Souvent, on demande quelle est la part de vérité. Est-ce que ça, c'est un symptôme de la recherche à chaque fois, quand on est dans la fiction totale, de savoir où on peut se raccrocher dans le réel? Je crois que sur cette idée qu'aujourd'hui les Français ou les lecteurs seraient plus sur le réel, recherche plus le réel, je pense que c'est vraiment une idée de plus de critique littéraire ou une théorie de Télérama, par exemple. Parce que si on voit les chiffres de vente, par exemple, je pense que c'est le polar, enfin pour la jeunesse, le fantastique reste très largement en tête des ventes. Et par contre, ce qui est clair, c'est qu'en France, cette littérature-là bénéficie de bien moins de reconnaissance en termes d'aura que la littérature, on va dire, de genre ou la littérature d'imaginaire. Le Goncourt, qui est pourtant en théorie un prix pour une littérature d'imagination, récompense presque toujours des romans qui sont des romans très ancrés dans le réel, n'a jamais récompensé quasiment un roman policier, un roman de science-fiction encore moins, enfin on l'imagine même pas. Donc quelque part, on est en France très ancré dans cette littérature du réel, de plus en plus sans doute. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent très très bien écrire, et peut-être un petit peu moins de gens qui ont de l'imagination. Et c'est vrai qu'on a vraiment par exemple, des stars. Je prends un exemple comme Bernard Werber, qui est une vraie star à l'étranger, un auteur extrêmement connu en Corée, en Russie, etc., et qui en France est pas très considéré, parce que c'est de la pure littérature d'imaginaire. Donc ouais, mais on pourrait en citer d'autres comme ça. Donc c'est peut-être un petit peu très franco-français. Les gros vendeurs comme vous, Musso, Lévy, Werber, c'est à chaque fois des... Oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'ils ne sont pas reconnus par, même en France, c'est les gros vendeurs. Ils vendent beaucoup. Hein. Oui, mais ils sont plus reconnus par le public, en fait, que par la critique. C'est-à-dire qu'en France, il y a effectivement plutôt, on met plutôt en avant une littérature qui est une littérature d'autofiction. On va citer évidemment spontanément Céline, Proust et Télérama d'autres. parle de Philippe Lançon, Le Lambeau, ou du prochain Michel Houellebecq, Sérotonine, qui s'inscrit beaucoup dans le réel. Donc on va mettre en avant avec un grand L littérature, enfin la littérature avec un grand L serait une littérature d'autofiction où des écrivains mettraient leur trip sur la table. Effectivement, la littérature plutôt de fiction d'imaginaire qui est plus anglo-saxonne avec les Tolkien, les J.K. Rowling, etc., est un peu moins considérée en France, alors qu'on a également de très gros vendeurs à tout niveau en France et de très grands génies qui sont souvent parfois reconnus à l'étranger et qu'en France n'ont pas forcément cette reconnaissance littéraire, alors qu'évidemment une J.K. Rowling ou un Tolkien en Angleterre sont des purs génies, enfin considérés comme des vrais écrivains. Reconnus dans leur adaptation
adaptations cinématographiques en France. Les Tolkien et les J.K. Rowling. Voilà, mais c'est vrai que, on peut prendre l'exemple de Jules Verne, qui est de très loin l'auteur français le plus vendu, le plus lu, le plus traduit, etc. Et qu'on ne citerait jamais en tête des plus grands auteurs français. On va citer bien d'autres auteurs avant Jules Verne, alors que c'est de fait... voilà. Oui, j'abonde moi dans le sens de Michel Bussy, parce que si je peux me permettre, c'est doublement erroné comme vision, parce que quand même, il parlait de vente, Michel Bussy. Il se trouve que Christine Angot, autofiction, vend beaucoup moins qu'Amélie Nothomb, qui est à chaque fois qui invente des histoires pas possibles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais elle a quand même cette capacité d'imagination et d'écriture. Et puis ensuite, l'exemple n'est pas très bien choisi, parce que le Sérotonine de Michel Houellebecq, c'est absolument une œuvre de fiction. Vous ne pouvez pas l'avoir lu encore. Si, il se trouve que je l'ai lu et il se trouve que c'est absolument. Ses réseaux. Est-ce qu'il est bien ? Non, mais ça s'appelle. Il se trouve que c'est une œuvre absolument de fiction, mais comme Soumission était une œuvre de fiction, Houellebecq il ne fait que de la fiction. Donc autant pour moi, Michel Houellebecq est cité dans ceux qui font de la fiction. Ah bah voilà, c'est ça. Il y avait un piège, c'était pour voir si vous suiviez. Si on suivait le déroulé. Donc, pardon Télérama, on a dit que vous étiez con, mais en fait. vous aviez raison. Non, pas du tout. C'est vraiment le cœur de la. Oui, bon. Enfin, soit c'est une blague. Ça va. On a compris. Non, mais voilà, je sais pas. Non, mais parce que là, c'est bon. Il y a du lâcher plus que 3 jours. Ouais, bientôt la quille. Alors, non, on est là jusqu'à la fin de l'année. Arrêtez de dire c'est la quille. Il y a des émissions pendant toutes les vacances. Arrêtez d'énerver Charline. Oui, parce que là, il faut pas l'énerver. Alors, l'actualité, c'est bien sûr le romancier Michel Bussy. Il est là, ça tombe hyper bien, il est là. Parce qu'il est là. Pour sa bande dessinée adaptée de son roman, donc Mourir sur scène. Alors Michel Bussy, outre le fait qu'on vous aime beaucoup, il se trouve que vous entretenez un rapport assez particulier avec des tas de choses en général, mais avec la géographie en particulier. D'abord, vous en avez fait votre métier, puisque vous êtes professeur de géographie à l'université de Rouen, mais surtout, vous en avez fait de la géographie l'ossature de vos romans. Vous avez commencé par publier aux éditions Falaise des textes nommés Gravés dans le sable ou Mourir sur Seine, S-E-I-N-E. Donc, on l'a compris, si on a Falaise, sable et Seine, on n'est pas dans une capitale ni sur une banquise, on est en Normandie. Donc, petite parenthèse, puisqu'on parle de vos titres, vous avez un net penchant pour les jeux de mots. Mourir sur scène, on l'a dit, S-E-I-N-E, mais aussi Comme un avion sans ailes, E-2-L-E, Sans famille, S-A-N-G. Et on ne va pas se mentir, ce ne seraient pas des titres de best-seller qu'on aurait dit des brèves de Vizorek. Voilà. Prenez-le bien. Prenez-le bien. C'est un des plus beaux radiophoniques. C'est des jeux de mots très peu radiophoniques d'ailleurs. Mais jeux de mots quand même, et rien que pour ça, vous avez notre affection. Alors la plupart de vos actions se déroulent donc en Normandie. Il y a un peu de Jura dans votre œuvre, il y a un peu de Corse, mais c'est quand même la Normandie qui domine. Quillebeuf, Yport ou Giverny sont à vos livres ce que la jungle est à Rudyard Kipling ou la Provence à Jean Giono, plus qu'un décor, une armature. Alors, dans vos livres, cette terre normande, elle a quand même une spécificité, c'est qu'elle est gorgée de cadavres. Alors, est-ce que c'est une résurgence inconsciente du débarquement de 1945 ? Non, mais c'est vrai, qui a beaucoup marqué, qui a façonné l'imaginaire collectif de cette région, puisque ce débarquement a quand même transformé les grandes plages en cimetières. Peut-être. En tout cas, dans un livre de Michel Bussy, on meurt en Normandie. On meurt en Normandie chez Michel Bussy. On est allongé sur une plage ou poignardé sur un quai de Rouen, comme dans Mourir sur Seine. Mais il y a souvent aussi un étrange rituel qui accompagne le meurtre. Vous aimez bien les rituels morbides, Michel Bussy, ainsi que la géographie. Cela fait de vous quelqu'un de qualité, je vous rassure. En tout cas, ce sont deux passions qui vont ensemble. C'est vrai, ça colle. Et j'ai oublié les jeux de mots. Bienvenue chez nous. Du coup, en tout cas, après le crime, l'enquête s'ouvre. Et là, ça fait de la Normandie une terre de secrets. Ici, vous avez la même démarche qu'un auteur que vous aimez beaucoup, je crois, qui s'appelle Maurice Leblanc, le papa de Arsène Lupin, qui a notamment écrit un polar en 1909 qui s'appelle L'Aiguille creuse, du nom d'une falaise d'Étretat en Normandie, et falaise qui dissimule aussi un grand secret. Je vois que vous brûlez de parler de Maurice Leblanc. J'adore Maurice Leblanc, qui est un auteur un petit peu méconnu, on en parlait tout à l'heure, alors qu'il a été un des 3-4 grands pionniers, quasiment l'équivalent de Conan Doyle, très lu aux États-Unis notamment. Donc il a inventé notamment le polar ésotérique. Enfin, Dan Brown ne serait pas Dan Brown s'il n'y avait pas eu Maurice Leblanc avant, par exemple. Et ni non plus Michel Bussy, puisque comme Maurice Leblanc, vous voyez le paysage normand un peu comme un coffre-fort, en fait, qui renferme et qui protège des énigmes
que l'humain, lui, s'évertue à trouver. Et au fond, ce que vous racontez très souvent, Michel Bussy, c'est moins une course-poursuite entre un criminel et un policier, entre un mensonge et la vérité, que entre l'humain et la nature, qui, elle, a la clé du mystère. Ce sont les hautes herbes de Mourir-sur-Seine qui dissimulent un cadavre alors que tout le monde est en train de le chercher. C'est un fleuve, la Seine, entre Le Havre et Rouen, au fond duquel dort un trésor pirate. Ou alors ce sont ces petits villages si charmants de la Normandie qui, en réalité, abritent de terribles secrets. Donc à chaque fois, cette nature normande, elle renferme en son sein une espèce de malédiction, une vieille histoire qui va éclairer celle des hommes. Vous n'êtes donc pas vraiment converti à l'angélisme vert, Michel Bussy. Non mais votre Normandie, elle est redoutable. Et d'ailleurs, vous décrivez assez peu de couchers de soleil sur la côte. En général, c'est plutôt des marais, des ruelles, des falaises, bref, des dangers. Et Gustave Flaubert, qui par ailleurs adorait la Normandie, qui est le seul à l'avoir décrit autant comme un géologue, eh bien, écrivit à propos de Madame Bovary, je cite, « Quand Bovary sera publié, mes compatriotes rugiront, car la couleur normande du livre sera si vraie qu'elle les scandalisera. » Et vous auriez pu le dire. Je vous redonne les références. C'est Mourir-sur-Seine de Michel Bussy, Gaëtz et Salvo, paru chez Petit à Petit. Merci Clara Dupont-Mono. Vous avez quelque chose à ajouter, Michel Bussy, ou vous validez? Non, c'est vrai que la Normandie, c'est une région qui a deux faces. C'est-à-dire qu'elle a la face, par exemple, des Parisiens qui vont en Normandie en villégiature. Et donc, elle est très jolie, elle est très romantique, elle est très verte, elle est très typique. Et puis, elle a cette face beaucoup plus... obscure, notamment parce que c'est aussi une région pauvre, une région d'usine, une région où les gens meurent. Et chargée d'histoire. Donc, c'est vrai que c'est une région à double face. Et c'est ce qui la rend sans doute très... littéraire, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la Normandie. Michel Bussy avec nous. En 2003, l'entreprise Disney a déposé Hakuna Matata et en a fait sa marque. C'est la phrase prononcée par le roi lion, mais c'est d'abord une phrase très commune de Kiswahili. C'est une langue parlée en Afrique de l'Est. Ça veut dire pas de problème. Les médias africains dénoncent actuellement une appropriation culturelle par Disney à l'occasion de la sortie d'une version 3D du dessin animé. En effet, si Hakuna Matata est inscrit sur un t-shirt, par exemple, c'est direct le tribunal face à Disney. Alors il y avait une solution, tenter la version punk. C'est Disney qui touche là. Alors, il y aura un album Punk Goes Disney. Les Disney en punk. Intéressant. Alors, c'est un peu gonflé de la part de Disney, vous trouvez, Michel Bussy, ou c'est exagéré de la part des médias d'Afrique de l'Est, il y a Kenya, RDC, Ouganda notamment, de dire il y a une appropriation culturelle? Ouais, non, c'est forcément très gonflé pour Disney. Après, ce qui est amusant avec Disney, je me suis toujours dit, c'est qu'en fait, Disney, c'est évidemment une culture très américaine, mais qui développe très peu la culture américaine. En fait, toutes les histoires de princesses, c'est des histoires très européennes. Là, c'est l'Afrique, Mulan, c'était... Donc finalement, ils puisent un peu partout dans d'autres cultures, parce qu'il n'y a pratiquement pas un Disney célèbre qui se passe aux États-Unis et qui raconte une histoire américaine. L'appropriation, elle se fait partout, en effet. Vous faites très attention à l'exploitation possible, par exemple, des titres de vos romans, de choses de votre propriété intellectuelle en général aussi, j'imagine. Non, pas du tout. Je ne sais même pas comment ça marche. Non, mais ce qui est assez grave, je trouve, dans cette histoire, c'est la confiscation du langage par une firme. C'est ça qui est quand même super réfrigérant. Surtout une phrase comme comment ça va ou pas de problème. Oui. Qui est quand même... Et ça, c'est comme si on avait un t-shirt Mourir sur scène ou c'est Dalida qui a déposé déjà. SEINE. Et il faudrait qu'on paye des sous à Michel Bussy. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Et d'ailleurs, il y a assez de sous comme ça, non? Oui. Elle devient de gauche. Non, mais je dis c'est juste le problème des droits des marques, c'est qu'à un moment, on va créer une œuvre, que ça se trouve, qui repose sur une expression dans le langage courant, et qu'est-ce qu'on fait pour protéger ça, quoi? Perlin Pimpin sur un t-shirt, à la boutique de l'Élysée. Thomas Thévenoud a déposé phobie administrative. Ouais, ou Nabila a fait non mais allo quoi, ou un truc comme ça. Il y en a plein. Il y a des appropriations partout, y compris d'Alex Vizorek, avec inspiré de l'œuvre de Michel Bussy. Les t-shirts, c'est l'heure du sketch. De plus en plus. Vous connaissez l'émission, donc vous savez que nous allons faire un sketch avec vous, Michel. Vous êtes le narrateur, vous racontez si bien. Parce que hier, il y a eu dans le gouvernement un peu... on s'est emmêlé les pinceaux. On a voulu renoncer à une partie des réformes promises par Édouard Philippe, puis on a décidé de maintenir. Trop de suspense. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous êtes le narrateur, Guillaume est Emmanuel Macron, Charline Brigitte, et je suis Édouard Philippe. 7h06 du matin, réveil au château. Emmanuel Macron a un mauvais pressentiment. Brigitte, t'aurais pas vu mon peignoir marron? Non. Où est-il? Prends l'autre. Tu me sauves la vie, ma bribri. 8h23, petit déjeuner, Édouard Philippe a rejoint les époux Macron. Le suspense est à son comble. Et si on faisait un
pas en arrière. Pas question, nous nous mettrions en danger. Mais il faut faire quelque chose. Des gens souffrent. J'entends la souffrance, j'entends les fins de mois difficiles. Non, des gens souffrent car ils sont soutenus par Francis Lalanne. 10h37, bureau de l'Élysée. La tension est toujours palpable. Et si on faisait 2 pas en arrière? Un arrière, et puis en avant, et puis un pas... Ouais. Ce qui revient à faire un pas en arrière, non? Ouais, mais psychologiquement, on trouble les victimes. Ouais, une fois de plus, nous risquons d'être trop intelligents. Ouais. 12h03. Un silence lourd de signification pèse sur le déjeuner. Emmanuel Macron s'est fait refuser le menu enfant. Non, Emmanuel, ce midi, tu n'auras pas de cordon bleu. On dit que la classe moyenne est éprouvée, mais vous voyez bien que pour moi aussi, la vie est dure. C'est pourquoi je propose l'annulation de certains cadeaux accordés aux Français. Mais les Français vont s'en rendre compte. Mais est-ce qu'on ne va pas laisser trop d'indices sur le lieu du crime? C'est pourquoi ensuite je propose l'annulation de l'annulation. Oh, wow. C'est génial. Le crime parfait. Le corps disparaît. Mais on va passer pour des incompétents. Oui, mais dans notre cas, ça tient du camouflage. 15h56. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont complètement perdus. Les minutes sont de plus en plus longues. Écoutez, Édouard, j'ai bien réfléchi. Comme les gilets jaunes? Hein? Non, parce que les gilets jaunes, ça réfléchit. On n'est pas dans un sketch drôle ici. Vous vous calmez. Pardon. 18h. La journée s'étire en longueur et l'atmosphère est de plus en plus irrespirable. Alors, on maintient ou on annule? Vous annulez et je rétablis. Ou vous rétablissez puis j'annule. Ça fait un peu revirement, non? Alors, si vous permettez, dans un premier temps, rien qu'un virement ferait plaisir aux Français. 22h. La nuit est tombée sur le palais présidentiel. Et malgré toute cette agitation, rien n'a vraiment bougé. La suite dans le tome 2? Et celui de Michel Bussy est à attendre pour juin 2019. En attendant, le premier est disponible. L'adaptation en bande dessinée de votre roman Mourir sur scène par le scénariste Gaetz, par le dessinateur Salvo, aux éditions Petit à Petit. Merci beaucoup Michel Bussy. Merci. On était ravis de vous accueillir. Demain, on va se retrouver avec Louis Garrel. Merci à Clara Calmez-vous, Charles. Ça va aller, Louis Garrel. Merci Clara Dupont-Mono. Merci Pablo Mira, merci les garçons. On va laisser le mot de la fin à la sagesse. Comme on dit en Zambie, attends d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. Là-dessus, il est 18h sur France Inter.